Hello, bonsoir, bonsoir. Alors, comment vas-tu? Alors, là, c'est la fin de la soirée, hein. Je rentre du boulot, donc je me suis dit, je vais quand même me poser pour faire ce lit solo. Et c'est vrai que la journée, ça n'a pas été possible parce qu'il y a tellement de choses à faire dans une journée, surtout quand on va travailler pour un patron aussi. Donc le matin, la matinée passe très vite. Et donc du coup, ce n'est que ce moment-là, ce temps-là que je trouve pour me poser, de partager ce lit solo. Alors je voulais te parler de notre conscience de victime, oui, hein. Je disais que par rapport au niveau de conscience, hein, il y a plusieurs niveaux de conscience et le premier niveau, c'est le niveau de victime, hein. Et bien souvent, et dans ce stade-là où on a on subit les choses. Quand on est dans cette conscience de victime, quand on a la conscience de victime, on trouve des excuses, on passe son temps à faire des reproches, on passe son temps à se plaindre et on ne réalise pas, on ne réalise pas que cet état de fait joue comme une prophétie, en fait, comme un mauvais sort qu'on se jette à soi-même. Souvent, nous, en Afrique, on va croire que il y a un sorcier qui, dans sa chambre, dans sa salle obscure, là, est en train de faire des incantations pour nous nuire. Et moi, je sais que j'ai grandi dans cette culture-là où on aimait bien raconter les histoires où un tel a mangé un tel. Oui, c'est l'expression qui est employée, manger quelqu'un. Et en gros, c'est comme si les sorciers se retrouvaient en train de cuisiner un être humain. Enfin, bref, il y avait des histoires comme ça qui se racontaient, ce qui fait que personne ne mourrait jamais d'une mort naturelle, hein. Quelqu'un tombait malade et que ça durait pendant longtemps. C'est tel oncle qui est devenu riche, qui est rentré dans la politique ou qui a fait fortune, qui serait le responsable. Donc, ça, c'est des excuses, hein. On ne se regarde pas soi-même. On ne se regarde pas soi-même, on ne voit pas comment on se comporte, on ne voit pas comment notre état dans lequel on est toujours en train de critiquer les autres. La première chose, hein, c'est ça, hein. On ne réalise pas que le fait qu'on passe notre temps à critiquer la médisance sur les autres, ça, c'est déjà quelque chose qui comment je pourrais le dire ça, qui nous jette, qui nous euh, qui joue comme une prophétie sur notre vie, notre cheminement. Maintenant, il y a des gens qui vont te dire, oui, mais moi je connais des gens qui sont méchants, qui réussissent, mais non, on n'en sait rien, on ne sait pas quels sont les drames psychologiques que cette personne a dans son esprit. Et on le voit, comme on dit, les apparences sont trompeuses. On voit de l'extérieur peut-être que... Et puis, c'est quoi la réussite? Parce que nous, on mesure la réussite en termes matériels. Mais la réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est la quantité de joie que tu as dans ton cœur. C'est ça, une vie réussie. Une vie réussie, c'est une vie de paix, d'une paix véritable. Une vie réussie, c'est une vie de joie, de la paix, du cœur et de la joie, c'est ça. Et quand tu es dans cette paix-là, et naturellement, tu le diffuses autour des gens, autour des personnes qui sont avec toi et surtout,
Tu crées ta vie en faisant du bien aux autres. Hein, c'est comme ça que les gens deviennent philanthropes. C'est comme ça parce que ils ont fait un cheminement sur eux-mêmes. Ils n'ont pas cherché des excuses. Ils n'ont pas cherché à qui la faute. Au contraire, ils se sont mis au travail, ils ont retroussé les manches, et ils se sont mis à travailler sur eux-mêmes et ils ont créé leur vie. Or, quand on est dans une conscience de victime, très souvent, on cherche toujours, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Moi, je suis pour rien, regarde ce qui m'arrive. Ah, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Ah, les autres me font ça. Mais pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Hein? Et je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Moi, je sais, je le dis en connaissance de cause, parce que pendant longtemps, pendant très longtemps, j'ai vécu comme ça, surtout en matière de relations amoureuses. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi le sort s'acharnait. Hein? Je me disais, je suis une fille bien, je suis une fille gentille, je suis une fille aimable. Et je ne comprends pas, je suis appréciée par toutes mes amies, mais je ne comprends pas pourquoi en matière de relations amoureuses, je retombe toujours sur des gens qui me font souffrir, des connards, En fait, je ne réalisais pas que en me mettant dans cette situation de plainte et de complainte, bah, j'étais encore en train de me mettre dans une situation où j'allais encore attirer ce genre de personnage. Et sans me rendre compte, j'étais en train, c'est ce qui faisait que j'étais dans un cercle vicieux à répéter des scénarios, des schémas de relations toxiques. Or, quand tu réalises que c'est toi-même, tu te fais cela à toi-même, parce que c'est ce qu'on réalise quand quand on chemine dans la spiritualité, on réalise que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est parce que nous avons adopté le manteau de victime. Hein, nous avons adopté l'habit de victime. Et quand tu es dans cet état de victime, non seulement tu cherches un sauveur, mais avant que le sauveur n'arrive, bah, tu vas d'abord attirer des bourreaux. Parce que le bourreau, il n'est bourreau que parce qu'il y a quelqu'un à exécuter. Hein. À l'époque de la guillotine, à l'époque où on coupait le cou aux gens, hein, le bourreau, il n'avait du travail que quand le roi décidait qu'il y avait des sentences où on devait exécuter des gens. Mais s'il n'y avait personne à exécuter, le bourreau, il aurait vite fait de se reconvertir. D'ailleurs, ce travail de bourreau n'existe plus. Maintenant, c'est transformé en pénitencier, en agent, en gardien de prison. Hein, et même, je pense qu'à l'époque, les gardiens de prison existaient déjà, mais l'exécuteur, le bourreau qui coupait la tête, qui exécutait les gens au public, n'existe plus parce qu'il n'y a plus de victimes à exécuter, il n'y a plus personne à exécuter. Donc, toi, quand tu te mets donc, on en revient à la dialectique de Hegel, hein, dans la dialectique du maître et de l'esclave. Quand l'esclave disparaît, le maître, quand l'esclave meurt, le maître disparaît. Donc, tant qu'il y a des esclaves, il y a des maîtres. Hein. Donc, tant que tu te comportes, tu portes l'habit de victime, à te plaindre, à te demander pourquoi ça t'arrive à toi, pourquoi les choses se passent comme ça pour toi, bah tu te rends pas compte que tu te mets dans un vortex, parce que c'est ça, hein, tu te mets dans un vortex qui fait que tu attires encore des situations, des circonstances, des personnes, hein, qui vont te mettre dans cette situation de victime.
Et je prends mon propre exemple, mais je voyais par exemple, je vois par exemple le cas de ma mère, hein, elle a été une femme battue. Donc après, suite à la séparation avec cet homme-là, elle ne s'est plus jamais mariée. Elle s'est plus jamais mariée, elle a terminé sa vie toute seule. Mais elle a reporté tout son amour sur ses enfants. Mais quand les enfants sont partis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché des gens pour l'aider parce qu'elle était malade. Mais comme elle a passé toute sa vie à se plaindre, ce qui fait que les enfants qu'elle appelait des hommes, des personnes de service qu'elle a demandé, les personnes à qui elle a demandé à venir lui rendre service, mais ne lui causaient que des ennuis. Ne lui causaient que des ennuis. Donc ça lui faisait encore plus de situations où elle allait se plaindre. Elle allait se plaindre, elle était tout le temps en train de se plaindre. Tel enfant, j'ai gardé chez moi, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a volé, tu vois. Mais en même temps, elle avait besoin de ces personnes. Donc, ce qui fait que plus elle était dans cet état de victime, à se plaindre, euh, souvent, c'était de la solitude, à se plaindre de la solitude. Plus elle attirait des personnes qui venaient l'aider, mais qui lui créaient des situations telles qu'elle se retrouvait encore seule. Et donc, elle passe toute sa vie à se plaindre, à se lamenter, et ça fait des années que ça dure. Et c'est ça l'état de victime. Plus tu te plains, plus tu vas attirer des situations qui vont te donner raison sur la raison de tes plaintes. Donc, c'est à toi de prendre conscience que c'est le fait que tu te plains qui fait qu'il y a des situations qui arrivent pour te donner raison. Bon, en ce qui me concerne, moi c'était juste un ras-le-bol. Moi, c'est à l'époque quand j'ai décidé que j'en avais marre de me plaindre, c'était juste un ras-le-bol. Et c'est comme ça que je perds souvent mes transformations, mes prises de conscience par un ras-le-bol. C'était juste un ras-le-bol, mais je savais pas que le fait que je cessais de... Au moment où j'ai eu ce ras-le-bol, je n'avais pas réalisé que le fait que je cessais de me plaindre, ça a repoussé aussi, enfin, je mettais en action une loi de l'univers, en fait, hein, c'était la loi, je mettais en action dans le bon sens la loi de l'univers, c'est-à-dire que la loi de l'univers, c'est la loi la loi la plus puissante, c'est la loi d'attraction. Plus tu te plains, plus tu tires des situations dans lesquelles tu as raison de te plaindre. Hein. Mais quand tu arrêtes de te plaindre, de la même façon, tu n'attires plus les situations qui vont justifier tes plaintes. Donc moi, dans mon cas, c'était juste un ras-le-bol. Je me suis dit, j'en ai marre de me plaindre. Je ne peux pas passer ma vie à me plaindre parce que ce n'est pas une vie, j'en ai marre. Hein? En plus, je n'aimais pas voir ce regard de pitié dans mon entourage, ce regard de commisération à mon égard dans mon entourage. Donc, je me suis dit non, je ne veux plus ce genre, je ne veux plus vivre cette vie, et je ne veux plus que les gens me plaignent, je ne veux plus que les gens aient pitié de moi. Moi, je veux une situation de joie de vivre. Donc, non, que je trouve un autre moyen de m'en sortir. Je trouve une autre solution. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à changer. C'est comme ça que je suis passée à un autre état d'esprit. C'est comme ça que je suis passée justement du stade de victime au stade du manifesteur. Hein, ou à manifester la vie que je voulais vivre vraiment. Et depuis, ça va de mieux en mieux. Et donc, c'est ça. Quand tu es dans un état d'esprit de victime, tu peux être sûr et certain que tu vas attirer des circonstances, des situations qui vont te donner raison. Je crois que c'est Henry Ford qui disait que tu crois que tu peux faire quelque chose ou que tu crois que tu ne le peux pas le faire. Dans tous les cas, dans les deux cas, tu as raison. Oui, parce que quand tu te dis incapable,
Par exemple, donc, quand tu es dans cet état de victime, tu dis tu es incapable de changer ta vie, tu es incapable parce que dans le pays où tu vis, c'est la misère, c'est le chômage. Donc, bon, tu ne peux pas changer les choses. Donc, tu as raison, tu as raison. Mais à côté, dans ce même pays, il y a des gens qui font fortune. Il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu. Comment ils font? Bah, ils ont considéré qu'ils avaient les moyens, qu'ils pouvaient s'en sortir malgré cette misère. Et ils ont eu raison. Donc c'est ça. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux continuer à être une victime? Est-ce que tu veux être maître de ta vie? Est-ce que tu veux endosser le manteau du créateur, hein? Parce que souviens-toi que Dieu t'a créé à son image, donc ça veut dire que tu es aussi créateur de ta vie, que lui, il a créé la vie. Donc, et c'est là, quand tu choisis, quand tu fais un nouveau choix, et que c'est là qu'intervient, quand on parle de révélation, c'est ça, c'est là qu'intervient la révélation. Tu vois que tu commences à avoir des inspirations de faire des choses nouvelles. Souvent, les gens, ils se complaisent dans le rôle de victime. Pourquoi? Parce que ils sont fermes dans des vieux schémas, dans des vieux comportements. Pour eux, c'est plus confortable de se plaindre. C'est agréable. Hein? C'est plus confortable de se plaindre des choses qui nous arrivent que de prendre ses responsabilités. De prendre ses responsabilités et d'aller chercher des solutions par soi-même pour transformer sa vie. Ça, c'est moins facile, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, quand tu te complais dans le rôle de victime, ça me fait penser par exemple à mon ex, qui ne, lui, c'est vraiment l'état de victime par excellence. Je prends un exemple, il a tiré souvent, il est d'une telle douceur, il a une personnalité tellement douce que facilement il attire des femmes à lui. Il attire des femmes qui, justement, tu sais, par cette loi d'attraction de l'énergie féminine, apprécient cette personnalité douce. Mais il était tellement dans le rôle de victime qu'il ne pouvait pas croire que les femmes puissent l'aimer pour ce qu'il était. Donc lui, il pensait toujours que quand une femme lui disait qu'il l'aimait, il ne le croyait pas. Il ne croyait pas parce que pour lui, c'est toutes ces femmes qui ont dit qu'ils l'aimaient lui ont fait des sales coups. C'était ça, c'est comme ça c'était ça qui présentait les choses. Donc il ne pouvait pas croire quand une femme lui disait qu'il l'aimait, il ne croyait pas parce que pour lui, toutes les femmes qui lui ont dit par le passé qu'elle l'aimait, bah, ont toujours fini par lui briser le cœur. Voilà, c'était ça son problème. Ont toujours fini par lui briser le cœur. Or, il n'a pas réalisé que c'est son attitude qui a fait qu'il a attiré ces femmes qui justement ont fini par lui briser le cœur. Parce que lui, tout simplement, il ne pouvait pas accepter, parce qu'il avait une personnalité qui était spéciale aussi, il ne pouvait pas accepter qu'avec ce genre de personnalité qu'il avait, qu'une femme puisse l'aimer. Donc par rapport à ça, bah, il ne s'est retrouvé que dans dans le même type de schéma où il rencontrait des femmes qui pouvaient l'aimer, mais comme il ne croyait pas que ces femmes pouvaient l'aimer, bah, ça faisait qu'au final, bah, ça se terminait mal. Et du coup, il avait raison. Il disait, bah voilà, tu vois, j'ai raison de dire que quand ces femmes me disent qu'elles m'aiment, qu'elles racontent des histoires, que c'est faux. Parce que voilà, elle me disait qu'elle m'aimait, regarde ce qu'elle m'a fait. Oui, mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir si ce n'est pas ton attitude qui fait que ces personnes-là ne sont pas restées avec toi? Donc c'est ça, plus tu es dans ce rôle de victime à chercher des excuses, à, à,
à te complaire dans ton rôle de victime. Voilà ce qu'on m'a fait. Les autres, voilà. Lui, par exemple, dans son cas, les femmes lui ont fait ça. Les femmes lui ont brisé le cœur. Donc, ce sont des choses. Donc, c'est toi. Tu considères que tu subis. Les choses t'arrivent. Hein, les choses t'arrivent. Mais en aucun cas, tu es responsable. C'est la faute des autres. Hein, c'était ça littéralement. C'est la faute des autres. C'est la faute des autres. Et ça, je ne le sais que trop bien parce que j'ai été dans ce cas de figure. Hein, je ne m'en cache pas, j'ai été vraiment dans ce cas de figure où c'était la faute des autres, c'était des salauds. Je ne rencontrais que des salauds, donc c'était de leur faute. Alors que non, plus je disais que c'était de leur faute, bah plus j'en tirais des gens qui me prouvaient que j'avais raison de donner tort à ces personnes. Mais à partir du moment où j'ai décidé, il est hors, je ne veux plus endosser le manteau de la victime. J'ai pris ma vie en main, j'assume mes responsabilités et je fais mon choix avec discernement. Je vois qui doit rentrer dans ma vie et qui ne rentre pas dans ma vie. Et c'est là qu'on rentre c'est là qu'on devient une personne responsable, c'est là qu'on devient une personne mature. Parce que une personne immature, une personne qui est dans le rôle de victime, qui se complaît dans le rôle de victime, c'est une personne immature. C'est une personne tout simplement immature parce qu'il ne prend pas ses responsabilités. Or, quand tu commences à prendre tes responsabilités, bah, tu évolues justement. Donc, tu rentres dans cet état de maturité parce que tu reconnais que ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ton monde, tu en es l'auteur. Ce n'est pas conscient, hein? Encore une fois. Il ne s'agit pas de se flageller, il ne s'agit pas de se culpabiliser parce que là, on rentre encore dans le rôle de la victime. Non, il ne s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit juste de constater que par l'inconscience, par notre inconscience, par notre ignorance du fonctionnement des lois de l'univers, ben, on a créé par défaut. Voilà, c'est ce que dit Abraham Hicks. Abraham Hicks parle de création par défaut. On a créé par défaut une vie, une existence qui nous a mis en difficulté. Et maintenant, quand on comprend qu'on a créé par défaut, maintenant, on veut créer délibérément. C'est aussi ça, c'est ce que dit Abraham. On veut passer de créateur par défaut à créateur délibéré. On veut créer délibérément notre vie en fonction de nos désirs. C'est pour cela qu'on veut faire preuve de discernement et bien choisir, faire attention. Et quand on passe de l'état de victime à l'état de créateur délibéré, il y a un gros travail, justement, il y a un gros travail à faire. Et le premier travail, c'est surtout surveiller son discours intérieur, hein, son discours intérieur par rapport aux choses qui nous arrivent. Quel est le discours intérieur qu'on entretient? Parce que c'est ce discours intérieur qui va se projeter à l'extérieur et attirer l'expérience de vie que nous allons vivre. Hein? Dis-toi encore, il y a une chose aussi, c'est que on n'attire pas dans notre vie ce qu'on désire. On n'attire pas dans notre vie ce qu'on désire parce que notre conscient, il n'intervient que pour 5%. Or, nos désirs, nous les créons à partir de notre conscient, à partir de notre expérience consciente, nous émettons des désirs. Hein? C'est à partir. Or, notre subconscient, il y a un bagage dans notre subconscient et notre subconscient nous montre, il y a des programmes qui sont dans notre subconscient, donc qui nous montrent ce à quoi on s'intéresse. Hein? Et donc, c'est par rapport à ça que le travail de nettoyage du subconscient, de reprogrammation, voilà, c'est ça, c'est plutôt ça le terme, de reprogrammation du subconscient est important, mais ça prend du temps, hein, c'est un processus
imagine que toi, depuis que tu es bébé, depuis que tu es incarné dans ce monde, tu as installé des programmes qui ont créé, qui ont poussé à ces créations par défaut, hein, qui t'ont mis dans cette situation, par exemple, de victime, de victime. Maintenant, il s'agit de déprogrammer, reprogrammer par ces anciens programmes qui, quel que soit ton âge, hein, mais qui durent depuis des années. Donc, tu vois qu'il va te falloir beaucoup de temps pour reprogrammer. Donc, tu veux être patient avec toi-même. Tu veux non seulement être patient, mais être bienveillant avec toi-même. Parce que souvent, les gens se plaignent. Ça fait des années que je travaille sur moi. Ça fait des années que je pratique euh, ça, telle spiritualité, tels exercices, mais hein, les résultats ne viennent pas. Non, bah, il faut du temps, il faut du temps, il faut être patient, il faut beaucoup de patience. C'est Jung qui disait, pour qu'il y ait un changement, il faut une prise de conscience, des actions et de la persévérance. C'est ça, donc il faut persévérer dans le changement, dans le travail de croissance personnelle, hein, pour sortir de cet état de victime. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bon, j'espère que cette fois-ci, il y avait vraiment un fil conducteur par rapport à hier, où je me perdais un peu. Mais c'était vraiment pour... nous voulons vraiment être conscients des mécanismes qui se jouent en nous pour sortir, parce que nous sommes nombreux, hein, quand je sors, quand je vois tout ce qui se passe, nous sommes nombreux à être encore dans ce schéma de victime. Donc, nous voulons connaître, comprendre les mécanismes qui se jouent en nous pour pouvoir sortir de cet état de victime. Et ça demande du travail et de la persévérance en commençant par la prise de conscience. Donc voilà, j'espère que ça va te donner de la matière à réflexion et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous. Ciao. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée de ma journée de travail, hein. Ciao.